parole à Anne-Sophie Ami, que je vais encore remercier pour ses posters. Vous remarquerez d'ailleurs que du coup, il y a un biais de sélection et qu'il n'y a quasiment que les internes de Curie qui travaillent. C'est pas complètement vrai. Mais... Ah, si, qu'il n'y a que les internes de Curie qui travaillent. Si, c'est vrai. Mais encore, je la remercie d'arriver à les motiver et les encourager suffisamment pour qu'ils fassent ce travail. Merci beaucoup à Marc, surtout, de reconduire. Ouais, 5 minutes chacune. Ok, très bien. Bon, on va aller relativement vite. Donc, cette année, on a eu 6 posters. Donc, il n'y avait pas que Curie, puisqu'il y avait aussi un poster qui venait de Léon Bérard, de Lydia Delrieux, qui va lancer une étude sur le phénotyping digital, tout ce que Marc adore, hein, de l'anglicisme de partout et de la santé connectée où on ne voit pas les malades, mais qui va être quand même relativement beau projet. Il y avait un poster de Saint-Louis sur un léomyome du mamelon. Donc, il n'y a pas que les posters Curie. Et puis, c'est vrai qu'on était un petit peu enrichi en une thématique de néo-adjuvant, puisque à Curie comme à Saint-Louis, on adore le néo-adjuvant. Et enfin, il y a un poster, on est content d'avoir pu présenter in extremis un poster sur les données du SNDS. Alors, les 2 gagnants des posters ont été cette année, pour le premier prix, Clémence Évrevin et Béatrice Grandal, qui ont gagné un poster où elles ont regardé l'impact de... Slide suivant, pardon. Excuse-moi. Béatrice Grandal et Clémence Évrevin, qui se sont intéressées au statut BRCA et à l'infiltrat immunitaire et la réponse à la chimiothérapie. Et puis donc Clémence, bloquée chez elle avec le Covid, va vous présenter les résultats. Et puis, le deuxième prix a été gagné par Élise Dumas, dont on a parlé hier et qui est dans la salle et qui viendra présenter la manière dont elle est allée dans les données du SNDS chercher des procédures de préservation de fertilité dans une grosse cohorte de patientes. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à... Qui est-ce qui commence selon vous? Vous avez les slides de qui? On commence par le premier prix ou le deuxième prix pour les présentations? D'accord, ok. Eh ben, on va commencer par Élise Dumas et puis on terminera par le premier prix. Ça laisse le temps de se connecter puisque Clémence, comme c'est en Zoom, alors, à distance, voilà. Donc, Élise va nous parler du SNDS. Ok, vous m'entendez? Ok, super. Ah. On va juste lever ma tête. Alors du coup, ceux qui sont là, donc je me présente, Élise Dumas. Hop. C'est bon. Hop, voilà. Donc Élise Dumas, je suis pas du tout médecin, je suis ingénieure. Et là, je viens de débuter c'est déjà la 2e année, une thèse de sciences à l'Institut Curie. Et donc, je vais vous présenter mon poster que j'ai rédigé avec Lucie Lahotte, qui est interne de gynécologie médicale, donc qui porte sur les préservations de la fertilité au sein des données du SNDS, qu'Anne-Sophie vous a présenté assez longuement hier, donc Système national des données de santé, pour la faire courte, les données de la sécurité sociale française. Alors, en fait, pour mettre un petit peu de contexte, on a eu accès à ces données via l'INCa, qui nous a ouvert ses portes pendant 1 mois top chrono l'année dernière. Et donc moi, je codais et puis j'étais les petites mains de Lucie qui était mon expert médical sur le sujet. Alors, première partie, il a fallu donc pour nos préservations de fertilité qu'on identifie dans les données de la sécurité sociale l'ensemble des femmes jeunes, on s'intéressait aux femmes de moins de 40 ans,
qui avaient un cancer du sein. Alors, comment on fait ça? Donc, à l'INCa, ils ont une extraction des données de la sécurité sociale de 2011 à 2016, où ils ont déjà filtré tous les patients ou patientes qui avaient un cancer, tout cancer confondu. Donc, nous, tous les cancers ne nous intéressaient pas, on voulait que le cancer du sein, donc on est obligé. Donc, comment on a fait pour isoler ces cancers du sein? On a pris donc deux critères. Le premier, les patientes qui ont été mises en ALD, affection de longue durée pour cancer du sein au cours de la période, et ou celles qui ont reçu au moins une hospitalisation avec comme diagnostic principal cancer du sein. Donc voilà, ça nous faisait une certaine cohorte. Et puis, on a ensuite juste restreint aux femmes de moins de 40 ans, ce qui nous fait une très grosse cohorte de plus de 18 000 patientes. Alors, deuxième étape, il faut qu'on reconstitue l'histoire du cancer de ces patientes et qu'on voit si ça colle bien. Donc, ce qui est important, c'est qu'un peu la pierre angulaire de cette étape, ça va être la chirurgie. La chirurgie, c'est très fiable. On a hospitalisation, un code d'acte de chirurgie, cancer du sein. On ne peut pas vraiment se tromper. Ensuite, on peut aller chercher donc, les radiothérapies. Comme les chimiothérapies, ça va se récupérer par des codes en diagnostic principal, des codes SIM10. Et puis, donc, pour être sûr que ce soit pour notre cancer du sein, on se place à plus ou moins un an de la date de chirurgie. Alors, monothérapie, par contre, ça va se chercher dans les délivrances en pharmacie. On va aller chercher les délivrances du tamoxifène et ou d'inhibiteurs de l'aromatase. Et donc, on retrouve des effectifs qui sont à peu près ce à quoi on s'attend. 70% de nos patientes ont eu de la radiothérapie, 64% de l'hormonothérapie et puis 74% de la chimiothérapie. Sachant que de la chimiothérapie, il y en avait à peu près un tiers, donc 4745 qui avaient été traités par chimiothérapie néoadjuvante. Alors, un petit point important parce qu'on s'intéresse au délai. Bon, je passe. C'est pour la date de diagnostic. Bon, là, on arrive vraiment dans le cœur du sujet, les préservations de la fertilité. Donc, on a 4 grands types de préservation de la fertilité. Les premiers, donc la protection ovarienne par la prise d'agonistes de la LHRH à longue durée d'action au cours de la chimiothérapie. Donc, ça, on va aller chercher dans les délivrances en pharmacie. On vérifie bien que c'est pris dans un délai entre moins 15 jours avant le début de la chimiothérapie et la fin de la chimiothérapie. Deuxième étape, donc je les présente un peu par simplicité à récupérer dans le SNDS. Donc les cryoconservations ovariennes, là on va aller chercher, c'est assez simple aussi, des codes d'acte, des codes CCM de résection partielle de l'ovaire à plus ou moins 2 mois de la date de début des traitements. Et puis ensuite, on passe aux préservations d'ovocytes cette fois-ci. Donc on en a 2 types. Les premières, donc des ovocytes non matures, maturation in vitro. C'est un peu coupé, c'est pas grave. Donc en fait, on va aller chercher à la fois la délivrance d'ovitrelle donc pour induire l'ovulation chez les patientes, et puis les codes actes au cours d'une hospitalisation de ponction. Et puis deuxième type donc de préservation d'ovocytes, la préservation d'ovocytes qui sont déjà matures, ce qu'on a appelé COS pour conservation des ovocytes avec stimulation. Et donc ici, ça se fait en 2 étapes. D'abord, on prescrit, et on va aller chercher du coup en pharmacie des antagonistes ou des agonistes de la LHRH de courte durée d'action ou de la FSH ou de la LH recombinante. Et puis ensuite, moins d'un mois plus tard, toujours cette ponction et cette délivrance d'ovitrelle comme pour les MIV. Donc voilà le schéma général. Et puis pour la partie résultats, on se retrouve avec 1761 patientes, donc 10% de mes patientes femmes jeunes qui ont reçu une préservation de la fertilité, ce qui fait une cohorte vraiment très, très grosse et très intéressante pour étudier ces préservations de la fertilité, avec au niveau des occurrences, donc pas la majorité, pardon, mais 712 patientes qui ont reçu une COS, 437, je sais pas pourquoi il y en a qui ont reçu une MIV, et puis 400 protections ovariennes au cours de la chimiothérapie, et puis beaucoup plus rare, 82 seulement cryoconservation ovarienne. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont mis comme ça. Pardon. Juste, oui, un point que je voulais préciser, on a quand même aussi vérifié pour être sûr que c'était des préservations de la fertilité et pas des procédures de procréation médicalement assistée, qu'il n'y avait pas de transfert d'embryon qui était fait après pour les MIV et les COS. Bon, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi il s'est mis à l'envers, mais ce n'est pas grave. On a aussi regardé l'impact des préservations de la fertilité sur les délais de traitement, donc avec et sans préservation de la fertilité.
Donc, on a très peu de délais, donc on voyait très peu de différence dans les distributions. Pour les chimiothérapies néoadjuvantes, 41,6 jours en moyenne pour les patientes qui n'ont pas de préservation de la fertilité et 42,1 pour celles qui en ont. Et puis, pour celles qui sont traitées par chirurgie première, 73,7 jours en moyenne de délai entre le diagnostic et le début de la chimiothérapie adjuvante, 79,7 jours pour celles qui ont une préservation de la fertilité. Voilà, donc pour conclure sur cette étude, donc très grosse cohorte, 18 441 femmes jeunes de moins de 40 ans, très grosse cohorte aussi de préservation de la fertilité, 1761, et puis on voit peu d'impact, un impact non significatif sur les délais de traitement des procédures de préservation de la fertilité. Bravo Élise pour cet excellent travail. On est en train de discuter avec Marc, on est en train vraiment de se dire qu'on a les bases de données des Américains en 10 fois mieux chez nous, parce que c'est en plus avec nos vraies données et nos vraies pratiques et nos vrais malades qu'on soigne, qu'ils soient noirs, obèses ou blancs, pauvres, riches, etc. Donc ça ouvre vraiment des perspectives absolument géniales. Donc on est très heureux de t'avoir pour te poser toutes nos questions et que tu ailles te balader dans le labyrinthe du SNDS avec tous les experts qui sont pendus à ce que tu vas nous trouver, parce que je pense que tu es la seule personne en France qui va travailler sur le SNDS cancer du sein à ce niveau-là dans les prochaines années. Donc, on a hâte de te réinviter l'an prochain en plénière.